Autre révolte, mais cette fois chez les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, qui maintenant occupent les terrains. Regardez. Occuper le terrain, un mot d'ordre pour les dizaines de milliers de manifestants venus porter main forte à la contestation. Tous solidaires pour construire ou plutôt reconstruire un habitat en lieu et place du futur aéroport. C'est un acte de désobéissance civique, pacifique, pour dire qu'il y a une loi aujourd'hui injuste qui est celle de fermer des maisons et c'est lié au projet de Notre-Dame-des-Landes. Aussi pour un autre choix de société, je pense, la croissance à tout prix, beaucoup de gens n'en veulent plus, je pense. Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a déclaré sur France Inter ce soir « Je ne comprendrai pas qu'il y ait aujourd'hui continuité dans une guérilla menée contre des décisions démocratiques. » Il faut envisager d'autres méthodes. C'est-à-dire ? Le sabotage. De quoi ? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'il pose un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Le gouvernement met en avant le respect de la loi pour justifier l'évacuation musclée du site de Notre-Dame-des-Landes. Il était 6 h ce matin, 500 gendarmes donnent l'assaut. Leur cible, les cabanes et plusieurs fermes des alentours, squattées par des centaines de personnes. Un objectif très important, c'est d'éviter l'installation d'un camp qui pourrait servir de base arrière aux opposants les plus radicaux. Face à face, depuis maintenant 2 jours. 500 gendarmes et des dizaines de petits groupes d'opposants très mobiles qui se disputent chaque mètre carré du terrain du futur aéroport. Le gouvernement fait des concessions. Le Premier ministre propose la création d'une commission de dialogue, le report de 6 mois du défrichement et la validation d'un comité scientifique sur la biodiversité. C'est une contestation qui ne faiblit pas. Dans le bocage nantais ce matin, les opposants à l'aéroport donnent toujours plus de voix. Nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport ne se fera pas et on restera là. Alors Hervé Kempf est venu nous rejoindre, vous êtes journaliste, vous tenez la chronique écologique du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur de nombreux livres, souvent très polémiques. Le dernier c'est L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Alors là encore, est-ce que les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on sait que c'est un projet qui date de 1963, qui a eu une opposition qui est née déjà en 1972, bon, enfin, on croyait que là les décisions avaient été prises, le gouvernement invoque la loi, est-ce que les opposants sont dans leur droit, à votre avis, à occuper ces terrains, à retarder les travaux et par la même occasion à risquer de déclencher des violences? Ils sont clairement dans leur droit, qui est de continuer à occuper ce terrain, sachant qu'il y a des occupants légaux qui ont des maisons, qui sont expulsables par la compagnie Vinci et ceux qui veulent faire cet aéroport, mais qui pour l'instant sont là légalement. Et il y a par ailleurs, depuis à peu près 3 ans, progressivement, des jeunes gens, ou parfois moins jeunes d'ailleurs, qui sont venus et qui se sont installés dans des terrains qui, légalement, appartiennent au Conseil général et sont sous la... pas exactement la propriété, parce qu'après si on commencera à rentrer dans tous les détails juridiques, mais enfin sous l'emprise de Vinci, l'occupent et ont commencé à y vivre, à faire du maraîchage, à faire de la boulangerie, à faire du théâtre, à travailler, à cultiver, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont occupants non légaux, mais qu'on peut considérer légitimes, avec des occupants légaux, et il y a eu une sorte de, progressivement, d'alliance entre toutes ces personnes, dont on a eu quelques échos des revendications, et qui disent que ce projet est peut-être légal, ce qui reste au demeurant approuvé, parce qu'il y a encore eu recours de toutes sortes qui sont engagés. J'en ai la liste là, ça serait fastidieux, mais Conseil d'État, Cour européenne, recours en cassation, patati, patata, c'est une armée d'avocats, donc où est le droit, on ne sait pas, et donc c'est l'affirmation d'une revendication légitime, d'une occupation légitime pour dire ce projet a été engagé sur de mauvaises bases, on va peut-être y revenir, il est mal conçu. Nous pensons au contraire qu'il ne faut pas faire un aéroport qui, selon ses opposants, serait amené à être économiquement déficitaire, qui artificialiserait des terres, c'est-à-dire qui mettrait du béton et des pistes de ciment à un moment où
on dit qu'il faut protéger la biodiversité, qui entraînerait un trafic aérien important au moment même où on dit qu'il faut changer, lutter contre le changement climatique. Oui, c'est le sommet de Doha, hein, mais qui a commencé en ce moment. La France, d'ailleurs, est représentée. Je suis persuadé que Mme Delphine Batho va faire un magnifique discours. Et il est fort probable que la France, pour manifester son engagement pour lutter contre le changement climatique, organisera une conférence des Nations Unies à Paris en 2015. Bon. Donc, voilà. Les arguments sont là. Oui, parce que les conférences sur le climat, si vous voulez, ça continue. Donc, on en est déjà à dire 2014, il ne va rien se passer. On va faire celle de 2015, celle de 2012. Là. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, en gros, ce que disent les opposants, qui sont constitués... On a vu des images de violence, si on a le temps, on y reviendra. Mais enfin, on aurait pu aussi montrer beaucoup d'images d'opposants qui ont fait des recours, qui ont fait des dossiers juridiques, qui ont des paysans qui sont là avec leurs tracteurs, des gens qui parlent et qui disent. Et puis aussi l'image de la manifestation, où il n'y a pas eu seulement les personnes que nous avons vues là, mais où il y a eu, samedi 17 novembre, plus de 20 000 personnes, très certainement, et une foule très joyeuse, très colorée, de toute origine, de très bonne humeur et avec beaucoup d'argumentation. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement les opposants qui sont là dans ce bocage, mais qu'ils représentent, parce que la lutte de Notre-Dame-des-Landes est vraiment centrale par rapport à la question écologique dans notre pays en ce moment, représente la confluence, la convergence de beaucoup de gens dans la société française par rapport au problème de changement climatique, de paysans, d'un autre développement économique, aussi, si on a le temps, on en dira un mot, du gaspillage économique et peut-être des intérêts privés, peut-être des conflits d'intérêts et peut-être de détournements légaux. Alors là, est-ce qu'il y a désobéissance civile? Est-ce que c'est justifié? On a entendu José Bové parler de désobéissance civile. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que Tariq Ramadan? Oui, moi j'écoute vos arguments, mais en même temps, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. Quand on parle de la loi, qui en parle pour nous dire ceci est la loi et vous êtes dans l'illégalité? C'est le pouvoir qui est en train de nous dire ça a été décidé, la loi est ainsi, tout ce que vous ferez sera illégal. En fait, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des recours. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent sur le terrain et à qui on prend la terre au nom de la loi, mais sans tenir compte d'un recours qui questionne la lecture de la loi. Donc c'est le pouvoir qui nous dit la loi. Et aujourd'hui, vous avez... Parce qu'aujourd'hui aussi, les images nous trompent. On a l'impression de gens qui sont pour la violence et qui sont en opposition. Ce n'est pas ce qu'ils disent du tout. Ce sont des gens qui ont commencé dans la non-violence et qui disent aujourd'hui, il y a deux choses que l'on veut dire. Un, c'est que ce qu'on nous dit être la loi n'est pas tellement la loi parce qu'on ne reconnaît pas le droit des habitants, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est une question beaucoup plus large et c'est celle que vous relevez, c'est l'hypocrisie du discours politique où on va de conférence en conférence dire qu'on est tout à fait intéressé à la question de l'écologie, mais qu'en fait l'aéroport ici c'est exactement le contraire, on va à l'inverse de ce qui est le discours politique. Donc dénoncer l'hypocrisie du pouvoir et l'instrumentalisation de la loi contre la voix citoyenne, ça me paraît pour moi légitime de descendre, d'éviter toute violence, mais de dire avec force qu'en fait la violence du pouvoir aujourd'hui, c'est d'utiliser le droit contre le droit des citoyens. Cécile Philippe. Oui, c'est vrai. Là, je me retrouve dans tout ce que vous dites, puisque là, vous mettez le focus sur les droits de propriété qui ont été bafoués. Mais là où j'ai l'impression qu'il y a un peu le droit de propriété, vous y êtes sensible. Mais énormément, parce que je pense que c'est de là que découle la responsabilité individuelle et qu'on peut éviter les fameux gaspillages économiques dont vous parliez avec Enf. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé dans cette affaire, ça fait longtemps que les principaux propriétaires ont été expropriés. D'ailleurs, il y a un tribunal de grande instance qui vient de rendre un jugement en disant que le prix d'indemnisation avait été largement sous-estimé, parce qu'effectivement, il avait été évalué au prix déjà dévalué du fait des nuisances d'un possible aéroport. Donc, ils ont réévalué le montant des indemnisations. Et effectivement, je trouve aussi choquant que quand un acteur privé se dit intéressé au développement d'un projet, eh bien, il puisse utiliser la force publique contre les propriétaires locaux, puisque normalement, ce qui devrait se faire, c'est de la négociation avec tous les propriétaires, tous les résidents, pour savoir si le projet économique est viable. Parce que sinon, vous arrivez à des coûts qui sont bien largement inférieurs à ce qui serait légitime de payer pour développer ce type de projet. Sachant que l'aéroport actuel peut tout à fait encore
Si je vous ai bien compris, vous défendez, vous êtes contre ces expropriations, comme vous seriez contre la nationalisation de Mittal, d'ArcelorMittal, par exemple, hein, dont on parle, dont on commence à parler en ce moment. Je pensais que vous alliez faire l'éloge, au contraire, du business, de l'économie, du progrès, de l'aéroport, des communications, et dire. Mais non, mais vous voyez, ça montre exactement à quel point les idées libérales sont incomprises, parce que la liberté, c'est pas sans la responsabilité, le droit, c'est pas sans les devoirs, et simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un système, et c'est le système de la France traditionnellement, c'est un système qui est fondé sur des droits de propriété bien définis et respectés. Et là, dans ce genre de grands projets publics, vous voyez, on arrive vite à l'utilitarisme. Oui, mais ça va avoir plein de retombées positives, etc. Mais comment on les calcule? Parce que ce projet, c'est quand même une grande gabegie financière. Les estimations, c'est déjà 600 millions d'euros. Mais on oublie de tous les investissements annexes qui seront l'aménagement du territoire, le tram-train qui est déjà à 100 millions. Mais vous avez vu l'état des finances publiques en France? On a un aéroport Nantes-Atlantique qui fonctionne encore, qui a 3 millions et quelques de passagers. Enfin, il y a des aéroports du même type qui sont déjà à 7, voire 15 millions de passagers par jour. Et nous, on est déjà en train de parler d'un projet qui serait plus grand que CDG, que le Charles de Gaulle. Enfin, vous voyez, on est dans un monde particulièrement curieux qui se dit qu'on a des ressources qu'on n'a plus, justement. Les déficits sont vraiment là. Et donc, il faudrait peut-être commencer à en avoir conscience. Henri Pénard-Ruiz. Oui, moi, je trouve que les manifestants hostiles à cet aéroport ont doublement raison. Du point de vue de la légalité, ils ont raison. Ah bon? Ils ont raison du point de vue de la légalité. Il n'y a pas... Attendez, il n'y a pas... Les recours ne sont pas épuisés, ça a été rappelé, ils ont parfaitement... Et du point de vue de la légitimité, puisqu'il peut être légitime de contester une loi. Par exemple, les fonctionnaires qui, sous Vichy, ont refusé d'obéir à la loi qui leur imposait de désigner les Juifs aux nazis, ont eu raison. Ils sont l'honneur, d'ailleurs, de la République. Donc, effectivement, il peut être légitime de désobéir à un ordre légal qui lui-même est illégitime il était illégitime parce que la République française interdit de stigmatiser une personne en raison de son origine. Mais elle n'interdit pas de faire des aéroports. Mais elle n'interdit pas de faire des aéroports. Mais cet aéroport a été conçu il y a 40 ans, à une époque où l'inquiétude écologique n'était pas encore clairement explicitée. Elle commençait, c'était les prémices. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces projets pharaoniques qui sont attentatoires aux terres agricoles, au droit des êtres humains de travailler dans le bocage nantais. On sait aussi que l'idée d'une économie de proximité reprend du service, parce qu'aujourd'hui, on a une France où les stocks sillonnent les routes françaises sur des poids lourds. Donc effectivement, le temps est venu de mettre en dialectique, d'une part, une économie sociale au service du peuple, une écologie véritablement redéfinissant les règles de l'économie, avec une prévision, avec un souci de responsabilité à l'égard de la nature. La nature n'est pas réductible à un ensemble de ressources qu'on va piller indéfiniment. Il y a une limitation des forces naturelles. Donc la nature, c'est notre séjour, c'est notre demeure. Il faut donc effectivement préserver la nature parce que nous avons aussi des responsabilités à l'égard des générations futures. Donc il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que le mode d'élaboration des décisions met en cause le système politique aujourd'hui. Il faut passer à une 6e République aussi, pour faire en sorte que le peuple puisse dire son mot, qu'il ne soit pas écarté. Pour ma part, les 3 aspects de l'écologie, du socialisme et de la République sont intimement mêlés. Et sur ce plan, les résistants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont pleinement raison. Mais alors, si je vous entends bien, et vous êtes le plusieurs à le dire, les résistants ont pleinement raison, ils sont dans leurs droits et leur résistance est légitime. Mais alors, quand on entend tout ce que l'on nous dit sur l'urgence écologique que vous invoquez, et on nous le dit depuis un certain nombre d'années, on va nous le redire en ce moment au sommet de Doha, si on réécoute tout ce qu'on nous a dit, à ce moment-là, toutes les résistances sont justifiées. Écoutez, petit florilège de tout ce qu'on nous dit sur l'urgence écologique depuis quelques années, et on s'attend à ce que tout le monde se mette à résister partout contre tous les aéroports du monde. Écoutez. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. L'ancien vice-président des États-Unis déclenche le compte à rebours d'un désastre annoncé, terrifiant.
C'est notre survie qui est en jeu. Le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi vaste qu'actuellement au-dessus de l'Antarctique. Soit on croit que le changement climatique est une catastrophe qui s'abat sur le monde et on agit maintenant. Soit on n'y croit pas et on prend la responsabilité de contredire la quasi-totalité des experts mondiaux sur le sujet. Les maisons construites sur le littoral ne résisteront pas longtemps aux tempêtes. Quant aux fleuves, en débordant, ils inonderont des villes entières. Même la capitale ne sera pas à l'abri de la catastrophe. Si nous, ici, à Cancun, nous rejetons le protocole de Kyoto, alors nous serons responsables d'un écocide, ce qui est l'équivalent d'un génocide, car nous allons porter atteinte à la survie de l'humanité. À chaque fois, on vous parle d'urgence, mais cette fois, tous les clignotants sont au rouge. Une nouvelle étude prévoit en effet une hausse de 4 degrés à la surface du globe dans moins de 50 ans. Les conséquences seraient désastreuses. La réalité, c'est que, alors qu'il faudrait que les émissions des gaz à effet de serre commencent à diminuer très rapidement, elles n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des 10 dernières années. Alors, une fois qu'on a entendu tout ça, on est justifié à bloquer tous les aéroports du monde, y compris Charles de Gaulle et tous ceux qui fonctionnent, à empêcher les trains de partir. Enfin, c'est la situation d'urgence, Bruno Gassio. On est justifié à le faire lorsque ça aide l'ensemble. Et visiblement, à moins que tous les scientifiques se gourent tout le temps, sauf Claude Allègre, évidemment, il faudrait évidemment faire quelque chose. Donc ceux qui font quelque chose pour Notre-Dame-des-Landes, on doit les soutenir. Je ne connais pas du tout le dossier. Je sais qu'ils traînent depuis très longtemps. Vous ne diriez pas jusqu'à soutenir tous ceux qui bloqueraient les centrales nucléaires, tous ceux qui feraient sauter les usines, etc., Oui, bien sûr. Je serais prêt à soutenir des gens qui même feraient des actions extrêmement radicales. Vous Monsieur Gassio, vous êtes prêt à revenir à la chandelle ou quoi? Enfin, vous en êtes encore à ces arguments. Mais non, parce que c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est en 1968 qu'on disait c'est le nucléaire ou la bougie. On a les deux. Mais si vous voulez, on a et le nucléaire et la barbarie. Vous voulez pas d'énergie nucléaire, vous voulez quoi? Vous voulez plus, vous voulez bois, vous voulez le charbon? Quand est-ce que j'ai dit ça? Non, mais c'est ce que vous venez de dire. Attendez, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Enfin, je dis, quand c'est justifié que ça va aider l'ensemble, on peut faire des actions même extrêmement radicales. Parce que c'est l'ensemble de la planète. Donc on peut dire à nos politiques, soutenez-nous, au lieu d'être contre nous. Soutenez-nous. Il y a des partis pour ça, qui s'appellent des partis écologiques. Nous, on a un parti en France qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui est au gouvernement et dont les dirigeants sont à Notre-Dame-des-Landes. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vit dans une énorme confusion, où, effectivement, la planète brûle. Ouais. On voit bien que ça part un peu en sucette partout. Et nous, on occupe notre temps depuis 10 jours avec l'UMP, je suis d'accord avec vous, mais on aime ça. Enfin, il y a aussi Notre-Dame-des-Landes, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais l'être humain est ainsi fait qu'il aime certaines choses plus simples que d'autres. Copé, Fillon qui se tape dessus, on adore ça. Pendant ce temps-là, la planète qui brûle, Al Gore, le film qu'on a vu d'Al Gore, Al Gore dans son film a une phrase terrible quand on l'interviewe, il dit « J'étais vice-président des États-Unis d'Amérique ». Donc je pensais pouvoir faire quelque chose. Je n'ai rien pu faire contre les lobbies. Vous pensez bien que nous, ici, à Notre-Dame-des-Landes, ils ne vont pas y arriver non plus. Alors, Henri Pénarruis, juste parce que je voudrais savoir, je disais, est-ce que tout ce discours et le fait que même le président des États-Unis ou le vice-président ne peut rien faire, est-ce que ça justifie de s'attaquer aux lobbies? Est-ce que l'urgence écologique est à ce point qu'elle justifie toutes les résistances, y compris les plus violentes? Non, mais attendez, on ne peut pas passer à la limite dans une vision apocalyptique où on dirait il faut aucun aéroport, aucun autoroute, etc. C'est un peu ce qu'ils disent quand même. Tous. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent que dans le cas particulier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes... Non, je parlais de nos dirigeants, je ne parlais pas des opposants. Non, mais revenons au cas précis. Moi, je voudrais prendre le seul argument qui est objecté, qui est qu'en période de chômage, ça va créer des emplois. À ceci, il faut répliquer une chose quand même très importante, c'est que n'importe quel emploi ne doit pas être créé. Ce qu'il faut créer, ce sont des emplois qui sont écologiquement maîtrisés, socialement maîtrisés. Et si notre gouvernement veut véritablement lutter contre le chômage et créer des emplois, il n'a qu'à commencer par faire la loi anti-licenciement boursier que François Hollande avait prévue et qu'on attend toujours. Ça, c'est une bonne façon de créer des emplois. Et M. Mittal, qui a reçu pour s'installer en France des sommes considérables et qui propose de s'en aller sans les restituer, je pense qu'il faudrait quand même
quand on donne des fonds à des entreprises pour s'installer qu'au moment où elles mettent la clé sous le paillasson, elles restituent l'argent. Et je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'on les nationalise pour cette raison. Albert Roggien, juste pour continuer, est-ce que l'urgence écologique justifie toute forme de désobéissance civile et de résistance? Je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est de la désobéissance civile. Effectivement, je pense que c'est une lutte forte, articulée. Révolte même. Oui, enfin non, je pense que c'est une lutte politique qui emploie ses propres arguments, ses propres formes. C'est assez bien organisé, par, pas de façon nécessairement uniquement spontanée. Il y a là toutes les forces vives de la contestation d'un mode de production, d'un mode d'organisation des sociétés, c'est totalement incontestable. Donc c'est plutôt pour moi une lutte assez forte, et assez bien menée, et qui a rencontré curieusement aujourd'hui, peut-être moins avant, mais c'est toujours pareil dans ces luttes, c'est pareil pour les indignés, c'est pareil pour Occupy Wall Street, subitement des gens sont prêts à venir sur le terrain, alors que 3 ans avant on y va, il n'y a personne. Donc là, simplement, ce qui est formidable dans ces mouvements, donc je ne sais pas si c'est de la désobéissance civile, comme le dit José Bové. Je pense que la désobéissance civile a certaines caractéristiques qu'il n'y a pas là, en particulier un déploiement de force et une volonté d'en découdre, même au point où cette manifestante dit il faut vraiment passer au sabotage. Encore une fois, ce sont des choses que je ne peux pas contester. Mais donc, juste sur la qualification, ça demanderait à être mieux défini. Mais ce qui est intéressant dans tous les mouvements de désobéissance civile, et on le voit là ce soir, c'est que ça rouvre un débat que la loi semble clore. On dit voilà, le Parlement, enfin l'Assemblée régionale d'Ouest, enfin de Nantes, je ne sais pas quelle est a décidé cet aéroport il y a 40 ans, d'accord. Il n'y a pas eu d'opposition trop. On dit bon, c'est un acte démocratique, et ça aussi, on ne peut pas dire c'est le pouvoir qui vient. Disons, c'est une Assemblée régionale qui décide pour son développement à une époque où la décentralisation amenait les régions à vouloir avoir des projets pour elles-mêmes et pour couvrir le bassin d'emploi. On va dire une assemblée régionale élue démocratiquement peut prendre cette décision et contre la propriété privée de certains habitants, faire des réquisitions, des expropriations. C'est comme ça qu'on a fait le TGV, c'est comme ça qu'on fait des choses qui servent à la nation en général. Alors évidemment, aujourd'hui, probablement, le thème de la nation est un peu récessif, pas de la nation, mais du bien-être collectif de gens qui habitent sur un même territoire. Donc, c'est quelque chose on s'aperçoit que c'est pas l'objet du débat. Et ce que j'aime bien dans ces mouvements-là, qui ont une revendication forte, qui en plus rencontrent l'adhésion d'une grande population, et c'est ça qui donne sa légitimité au mouvement, c'est le fait qu'il n'y a pas d'opposition vraiment forte. C'est que le fait de dire on est là et on veut rester, ne rencontre pas d'opposition, ça permet de rouvrir quelque chose, un débat public, de remettre sur la table quelque chose que la loi avait arrêté. Comme à l'UMP, au fond. Oui, moi je pense que j'entends tout ce qui est dit, qui est très beau, c'est des grands principes, c'est magnifique, on devrait tous y adhérer. Mais moi je me demande si en définitive, dans cette affaire, c'est pas une affaire purement politique pour mettre le Premier ministre PS en difficulté par rapport à Europe Écologie Les Verts. Vous savez, on peut habiller de tout un tas de grands principes des réalités. Moi je ne sais pas, je ne fais pas partie de cette famille politique-là. Je n'en sais rien, mais enfin, je pense que ça serait bien de se poser la question. Non, mais à ça, il y a d'accord avec vous. Est-ce que je peux juste dire... Et celui-là me paraît intéressant. Non, alors on peut dire un petit mot. Si on demandait aux gens qui sont sur place, les gens qui ont créé leur communauté et qui ont été évincés, ce qu'ils pensent de la présence des députés écologiques sur place, on aurait un autre discours. C'est qu'ils ne sont pas très très d'accord avec cette représentation médiatique des gens qui viennent pour les caméras, pour déboulonner une maison et qui repartent le lendemain. Donc si on leur demandait, on verrait qu'il y a quand même un mouvement qui est beaucoup plus profond que celui-là. Oui, je pense quand même qu'il faut entendre des voix qui sont fondamentalement sincères sur cette question-là et qui sont très très honnêtes, et que ce n'est pas forcément de la manipulation politique. La chose que je voulais dire sur le point de vue du droit, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de droit là-dedans, c'est le discours politique sur le fait que le cadre légal est clos. C'est ça qui me paraît être le plus important. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'il y est encore en discussion et qu'il y a encore des choses à régler. La deuxième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on nous pose la question, est-ce qu'il est légitime de résister? À partir d'un certain moment, moi, ce que j'entends des gens qui sont dans la rue, des citoyens, et c'est ce que vous avez mis en évidence aussi, c'est de mettre quand même en évidence
tout le discours des politiques est quand même assez hypocrite. De nous dire c'est une priorité de l'époque, mais finalement les décisions qui sont prises sur le terrain ne tiennent absolument pas compte de ces priorités. Et la voix des citoyens n'est pas entendue. Quand la voix des citoyens n'est pas entendue sur le plan légal, vous faites comment? Eh bien, vous manifestez, vous prenez des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'on nous dit être la loi pour dire qu'on questionne deux choses. Et une de ces choses-là, c'est l'hypocrisie des politiques. Moi, entendre aujourd'hui le discours de Gore ou le discours de Nicolas Sarkozy nous faire comprendre que finalement l'environnement est l'une de leurs priorités, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu pendant 5 ans de sa présidence. Non, mais encore une fois, Hervé Kempf va le dire, les gens qui sont sur place, les gens qui sont sur place ne se préoccupent pas de ça. Ils ont d'autres ambitions, d'autres impératifs et d'autres aspirations. Peut-être c'est ça que je vais dire, parce que y a un décalage énorme, et d'ailleurs qu'on retrouve là dans l'ordre de la discussion que vous avez eue. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui sont des citoyens, ils sont différents, mais c'est des citoyens, c'est pas des occupants ou des résistants, c'est des citoyens qui prennent en charge au sérieux la question du climat, la question de la crise écologique, la question de l'équilibre économique, la question de l'emploi paysan ou autre. Voilà, ils prennent en compte toutes ces questions. Et ils se mettent en œuvre par différents moyens. Si on avait le temps, on dirait que la violence, après tout, il y a des provocations policières. Ça a été avéré samedi où il y avait des gendarmes, 10 gendarmes qui étaient déguisés en black bloc derrière une barricade et à un moment ils sont sortis. Il y a un autre cas de provocation qui est à l'étude, donc les violences, voyons. Il y avait par ailleurs l'autre jour des jeunes manifestants qui sont venus presque nus en caleçon dans une séquence qu'on retrouve en vidéo qui est merveilleuse, très belle, où ils sont devant des gendarmes. Et parce que c'est un acte non violent. Et ils viennent nus et ils disent « voilà ce que nous faisons. Nous ne sommes pas armés, nous voulons dire quelque chose d'important ». Donc la violence, c'est plus compliqué que les images qu'on veut montrer. Mais le fond du truc, c'est que c'est ce décalage énorme entre la gravité de la crise écologique et de ce que nous vivons, l'apparent discours politique qui en pratique ne fait rien, et donc les gens le prennent en charge. Et ils le prennent en charge non seulement à Notre-Dame-des-Landes et en France, mais au Québec, les étudiants récemment, au Chili l'année dernière, en Égypte, même si c'est très compliqué dans beaucoup d'endroits du monde, au Bangladesh, il y a quelques semaines, il y a une bagarre très forte contre un projet de mine de charbon à ciel ouvert. On pourrait trouver des luttes populaires partout dans le monde, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, les gens prennent en charge, parce qu'ils les prennent au sérieux, ces questions. Alors que, et là, j'ai peut-être loupé un épisode, mais la discussion que j'ai entendue avant sur l'UMP, moi, ce qui me frappait, c'est qu'il n'y avait aucune idée. Alors que là, en 5 minutes, tout de suite, je crois qu'on a tous dit des choses à peu près intelligentes, intéressantes, alors qu'avant, c'était non. Mais je m'en fiche, Madame Boutin, de l'UMP, parce que l'UMP est ailleurs. Bon, alors je ne parle pas de l'UMP, d'ailleurs, Juste un dernier mot. Après, juste un dernier mot, c'est qu'après, il y a un problème d'articulation avec le pouvoir politique au sens de l'institution. Et ça, vous avez évoqué, par exemple, des députés écologistes, comment se fait l'institution. Et par exemple, au Chili, le problème du Chili, il y a eu un mouvement extraordinaire qui est parti sur une base écologique de protestation contre un projet de barrage en Patagonie, qui s'est articulé sur un mouvement étudiant extrêmement puissant. Je ne vous fais pas le détail. Et le problème, 100 000 personnes dans les rues à Santiago du Chili. On n'a jamais vu ces manifestations-là depuis 1973, des policiers, etc. Et ça ne passait pas parce que le système chilien est bloqué. Et donc, là, il y a une question politique qui se pose. C'est ce qui se passe met en évidence le décalage complet entre la superstructure politique et ce que dit le peuple et ce que disent les citoyens, bien ou mal, mais ils le disent. Mais il nous faut quand même trouver le moyen d'articuler pour